vous salue. Aujourd'hui, nous allons accueillir M. Jem Sofo-Ordo pour cette conférence. Mais avant de passer la parole à Jem, je voudrais aussi présenter un peu sa vie. Né en 1957, il a effectué ses études secondaires au lycée français Saint-Joseph, puis a été diplômé de la faculté de droit de l'université d'Istanbul. Il a commencé sa carrière d'avocat en 1984. Avocat indépendant depuis 28 ans. Il s'est spécialisé dans le droit de l'Union européenne et il mène également des travaux juridiques sur les droits et les problématiques des minorités non musulmanes. Il a obtenu un master sur l'Union européenne et ses institutions, l'Université Bilgi d'Istanbul. Il a présidé entre 2001 et 2018 la Commission du droit de l'Union européenne de barreau d'Istanbul. Il a suivi de nombreux programmes de formation en droit turc et européen et a été invité comme conférencier dans plusieurs institutions. Il est auteur de nombreux articles et traductions. Il exerce actuellement la profession d'avocat tout en étant également médiateur. Il enseigne à la faculté de droit de l'université Okan d'Istanbul et anime des programmes sur YouTube consacrés au droit et à l'histoire. Il parle l'anglais et le français. Monsieur Jem, la parole est à vous. Merci. Chères mesdames, chers messieurs, je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci beaucoup d'être venus m'écouter aujourd'hui. J'espère pouvoir vous faire une présentation agréable sans vous ennuyer. J'ai déjà fait des présentations et des discours en anglais, mais c'est la première fois que j'en fais un en français. Alors, je vous prie donc de m'excuser par avance pour mes éventuelles erreurs. Je suis convaincu que les questions que vous poserez à la fin, ou les commentaires que vous ferez à la fin de la présentation, contribueront à rendre le sujet plus clair et compréhensible. Alors, notre sujet, c'est la politique étrangère d'Atatürk. Alors, je voudrais commencer par les principaux fondamentaux de cette politique. La politique étrangère d'Atatürk se distingue par deux époques majeures. La première période, c'est celle qui s'étend jusqu'à la fin de la guerre d'indépendance. La seconde période, celui qui débute avec la conférence de Lausanne et se poursuit par la suite. Nous nous concentrons ici sur la politique étrangère menée depuis la proclamation de la République après Lausanne jusqu'à la transition vers le multipartisme. Voici le résumé des principes directeurs de la politique étrangère d'Atatürk. 1. Ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des autres États et ne permettre aucune ingérence étrangère dans la nôtre. 2. Se tenir à l'écart de toute politique étrangère aventuriste. Ça veut dire une approche non révisionniste. À l'époque, la Bulgarie, l'Italie, l'Allemagne étaient des pays révisionnistes. Nous allons voir. 3. Être toujours en faveur de la paix, selon la devise, comme vous savez, les Turcs le savent très bien, paix dans le pays, paix dans le monde. 4. Entre 1923 et 1930, deux facteurs fondamentaux ont influencé cette politique. Le fait d'être voisin des puissances les plus fortes d'Europe, contre lesquelles nous nous étions battus hier encore,
comme vous savez, la Première Guerre mondiale, l'Union soviétique, l'Italie via les îles du Dodekanes, en turc 12 adalar, comme vous savez, la France et la Grande-Bretagne via leurs mandats respectifs. La Grande-Bretagne en Irak, la France en Syrie à l'époque. Cette situation géopolitique a imposé le réalisme et la rationalité à notre diplomatie à l'époque. Les problèmes non résolus à Lausanne étaient la question de Mossoul avec la Grande-Bretagne et les dettes ottomanes avec la France. Et relation avec la Grèce, l'échange de population, comme vous savez, mes ancêtres sont venus avec cet échange de population de la Grèce. La question des établis avec la Grèce. Ça veut dire, les établis, ça veut dire les Romains, nous nous appelons comme les Roms, mais en France et en Angleterre, à l'étranger, on les appelle Grecs. Ils ne sont pas des Grecs, ils sont des Roms. Ils viennent de l'Empire romain. Et ils se sont appelés à l'époque comme établis. Et c'était un problème avec la Grèce. Vous allez voir ce problème. Le 30 janvier 1923, une convention concernant l'échange des populations grecques et turques a été signée à Lausanne. L'échange a débuté le 1er mai 1923. Cependant, la Grèce, avec une population de 4 millions d'habitants, réalisant que 1 300 000 personnes allaient arriver, a tenté d'empêcher l'application des termes de l'accord. Pour réduire la vague d'immigration, elle a soutenu que les Grecs d'Istanbul étaient des résidents permanents, comme j'ai déjà dit, établis. Ils sont encore en Istanbul. Ils vivent en Istanbul. Le nombre de la population des Roms, c'est à peu près 2500, malheureusement. Par ailleurs, pour compenser l'afflux de réfugiés, la Grèce a confisqué les biens des Turcs en Thrace occidentale pour les distribuer aux immigrants arrivants. Cela a provoqué de graves tensions avec la Turquie, menant les deux pays au seuil de la guerre. Un autre problème fut celui du patriarcat. Demain, je pense que le pape va organiser une cérémonie religieuse au patriarcat avec le patriarche d'Istanbul, Barthélemy Ier. À Lausanne, le patriarcat a été autorisé à rester en Turquie à la condition expresse de ne pas s'engager en politique. Une condition posée par Lord Curzon. La France et l'Italie ont soutenu la Turquie sur ce point. C'est intéressant, mais c'est comme ça. La France et l'Italie ont soutenu la Turquie pour que le patriarcat quitte le pays. Mais les Anglais n'ont pas accepté. Cette vague migratoire a déstabilisé la Grèce sur le plan politique, économique et social. En 1922-28, la Grèce est devenue le pays des coups d'État. Rien qu'entre janvier 1924 et juin 1925, 6 gouvernements se sont succédés. Ce processus instable a duré jusqu'à l'arrivée au pouvoir de qui? Venizelos, en 1928. Venizelos était un ami de Atatürk, devenu un ami de Atatürk, et puis l'ami aussi de İnönü. C'est intéressant, j'ai lu ça dans les mémoires de İnönü. La politique révisionniste de la Bulgarie, qui réclamait des territoires à la Grèce, a favorisé un dégel des relations. Les partis ont signé un accord le
10 juin 1930, résolvant le problème de l'échange. Alors, les Grecs d'Istanbul et les Turcs de Thrace ont pu rester sur place. Et puis, rapprochement gréco-turc et relation avec la Grande-Bretagne. Le 30 octobre 1930, Venizelos s'est rendu à Ankara, où des traités ont été signés, convention d'établissement, de commerce et de navigation. Ce rapprochement allait ouvrir la voie à la création de l'entente politique. Alors, ce traité, c'était très important. Ce traité qui constituait un modèle similaire à l'accord de coopération économique européen a été dénoncé en 1964 par le gouvernement inonu en raison des événements de Chypre en 1963. Vous savez, vous voyez des bâtiments quittés, isolés, surtout aux environs de Beyoğlu. Alors, ces bâtiments avaient été quittés par les Grecs qui vivaient en Turquie selon cet agrément qui avait été signé en 1930. Des relations avec la Grande-Bretagne. Pour la Grande-Bretagne, deux questions étaient vitales au Proche-Orient. Les détroits, alors un accord a été trouvé à Lausanne, et la question de Mossoul. Aucun accord n'a été trouvé à Lausanne. Selon Lord Curzon, l'Euphrate, Nehri, constituait la frontière occidentale de l'Inde. L'Inde était très importante à cette époque pour la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a toujours voulu la route ouverte à l'Inde. C'était l'une des causes de la Première Guerre mondiale. La structure ethnique et religieuse de Mossoul était particulièrement importante pour la Grande-Bretagne, car elle estimait que les peuples turcs, kurdes, arabes étaient en conflit permanent. C'est la politique permanente de la Grande-Bretagne, peut-être maintenant les États-Unis. Mossoul abritait des Turcs, des Arabes, des Yézidis, des chrétiens et des Juifs. Cette structure hétérogène était pour Londres un clé pour contrôler le Moyen-Orient. Selon Curzon, le problème de Mossoul n'avait rien à voir avec le pétrole. En raison invoquée était la sécurité de la route de l'Inde. Le 5 octobre 1923, la Grande-Bretagne a demandé l'ouverture de négociations bilatérales sur Mossoul conformément à l'article 3 du traité de Lausanne. Les négociations ont finalement débuté le 19 mai 1924 au bâtiment du ministère de la Marine. Malgré l'opposition de la Turquie, Société des Nations a accepté la décision de la Cour de justice le 8 décembre 1925. La Société des Nations a nommé le général estonien Donner pour enquêter sur la ligne de Bruxelles. Son rapport fut défavorable à la Turquie, alléguant que la Turquie maltraitait les minorités chrétiennes de la région. Lors de sa réunion du 16 décembre 1925, le Conseil de la Société des Nations a laissé la région contestée à l'Irak, en l'absence de la Turquie. En bref, la décision était contre la Turquie. Cela a éloigné la Turquie de l'Occident, un processus qui a duré jusqu'en 1930. La France a pris parti pour la Grande-Bretagne. Pendant ce temps, l'Italie massait des troupes dans les Dodécanèse et l'on disait que son objectif était l'Anatolie occidentale. N'étant pas membre de la Société des Nations,
la Turquie se sentait seule, sans soutien face à la Grande-Bretagne. Dans ce contexte, au lendemain de la décision de la Société des Nations, la Turquie a signé un traité d'amitié et de neutralité avec l'Union soviétique à Paris le 17 septembre 1925. Face à la Grande-Bretagne, sur la question de Mossoul, la Turquie se rapprochait de l'Union soviétique. Ce traité restera en vigueur jusqu'en 1945. Un autre développement fut l'abolition du califat le 3 mars 1924, après la révolte des Nestoriens et la révolte de Cheikh Saïd a éclaté. Alors, selon la Turquie, c'était la Grande-Bretagne qui avait fomenté cette révolte. Résolution de Mossoul et relations avec la France. La Turquie n'a pas voulu faire escalader le problème de Mossoul jusqu'à une guerre entre les deux pays, entre la Grande-Bretagne et la Turquie. Avec une approche rationnelle, elle a résolu cette impasse en signant le traité de frontières et de bon voisinage le 5 juin 1926 à Ankara entre la Turquie, l'Irak et la Grande-Bretagne. Pour la Turquie, la sécurité nationale primait désormais sur Mossoul. Le pays devait se consacrer à la construction du jeune régime. Alors, maintenant, voyons les relations avec la France. Les premières relations avec la France ont débuté pendant la guerre d'indépendance avec l'accord d'Ankara signé le 20 octobre 1921. Cet accord a permis à la Turquie de transférer ses forces du front sud pour les utiliser contre l'armée grecque. L'un des problèmes majeurs entre les deux pays était la frontière syrienne. Alors, on va voir, c'est la question de Hatay. L'autre problème était celui des dettes ottomanes, non résolues à Lausanne. La France était le pays qui avait le plus profité des capitulations de l'Empire ottoman. Ce sujet a finalement été réglé avec un accord à Paris le 13 juin 1928, stipulant que la République de Turquie paierait les dettes ottomanes. Cependant, la crise économique mondiale de 1928 a rendu l'application de cet accord difficile. Un nouvel accord a donc été signé à Paris le 22 avril 1933, clôturant le sujet. Maintenant, un sujet important, les relations avec l'Union soviétique. Le premier traité avec l'Union soviétique est le traité d'amitié turco-soviétique signé à Moscou le 16 mars 1921. Par ce traité, l'Union soviétique a reconnu l'État turc, le gouvernement de Ankara, parce qu'à cette époque, comme vous savez, il y avait deux gouvernements. Un gouvernement à Ankara et un autre gouvernement à Istanbul, dirigé par le sultan. Et les frontières du pacte national, Misak-ı Milli, comme vous savez en turc, c'était le premier traité signé par l'État turc avec une grande puissance. C'est très important. Le gouvernement de Ankara a signé le premier traité diplomatique avec l'Union soviétique. La décision de la Société des Nations sur Mossoul a encore rapproché la Turquie de l'Union soviétique. D'ailleurs, parmi les figures présentes sur le premier monument Atatürk, érigé à la place de Taksim en 1927, deux généraux soviétiques, Frunze et Voroshilov, nous regardent. Vous savez, il y a un monument à Taksim, il y a deux généraux soviétiques. Avec une casquette, c'est Frunze, qui était le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, et général Voroshilov derrière lui. Deux communistes nous regardent.
depuis 1927. Le traité d'amitié et de neutralité signé à Paris le 17, j'avais déjà dit ça, le 17 décembre 1925 en est un autre exemple. Vers 1930, la Turquie avait résolu ses problèmes avec la Grande-Bretagne, la France et la Grèce. Par conséquent, l'Union soviétique a commencé à perdre son statut de seule grande puissance sur laquelle la Turquie pouvait s'appuyer. Maintenant, nous allons voir les relations avec l'Italie, c'est très important aussi, parce que l'Italie, à cette époque, le pays qui menaçait la Turquie jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. La politique étrangère agressive et expansionniste menée par l'Italie, fasciste, en Méditerranée orientale, vous savez, le fameux slogan « Mare Nostrum », mer, notre mer, c'est la Méditerranée. C'est prononcé par Mussolini. Menée par l'Italie fasciste en Méditerranée orientale, s'est poursuivie jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. L'entente balkanique et l'acte de Sadabat, initié par la Turquie, étaient des réactions à cette politique. Jusqu'à la guerre, l'Italie est restée la plus grande menace pour la Turquie. Alors, maintenant, nous allons voir la période 1930 et jusqu'à la guerre, au début de la guerre, première guerre, de la Seconde Guerre mondiale, 1939. Entre 1930 et 1939, la politique s'est développée dans le cadre et sous l'influence des relations internationales. Deux événements majeurs ont marqué cette période. Un, dimension économique, la crise économique de 1929. Dimension politique, l'arrivée de Hitler au pouvoir en 1933. La crise économique mondiale affectant également la Turquie, de graves problèmes sont survenus dans le remboursement des dettes ottomanes à la France. La Turquie a déclaré qu'elle annoncerait un moratoire si nécessaire, ce qui a de nouveau tendu les relations avec la France. Le 9 février 1934, les ministres des Affaires étrangères de la Turquie, de la Grèce, de la Roumanie et de la Yougoslavie se sont réunis à Athènes pour signer l'entente balkanique. Ce pacte a été signé contre la Bulgarie, qui menait une politique révisionniste visant la Dobruja en Roumanie et Thessaloniki en Grèce, et contre l'Italie qui la soutenait et menaçait l'Albanie, et qu'elle occupera l'Albanie. L'Italie a envahi l'Albanie en 1939. À cette époque, la plus grande menace pour la Turquie était l'Italie, qui tenait le dos des Canès. Mussolini menait une politique expansionniste en Méditerranée orientale et dans les Balkans. Après l'attaque de l'Italie contre l'Éthiopie le 2 octobre en 1935 et la décision de sanction de la Société des Nations, les États d'entente balkaniques ont agi de concert. Ils ont également agi ensemble pour changer l'ancien régime de Détroit lors de la Convention de Montreux. L'entente balkanique a tenu sa dernière réunion à Belgrade en 1940. Lorsque l'Italie, à ce temps, en 1940, au mois d'octobre, l'Italie a attaqué la Grèce. Et la Turquie a envoyé une note à la Bulgarie pour qu'elle n'attaque pas la Grèce. La note envoyée par la Turquie a non seulement arrêté la Bulgarie, mais elle a également permis à la Grèce d'utiliser ses forces stationnées à la frontière bulgare contre l'Italie. Lorsque la Société des Nations a décidé de sanctions économiques contre l'Italie,
suite à l'invasion de l'Éthiopie, la Turquie, en tant que membre, s'y est conformée, ce qui a provoqué les protestations de l'Italie. Le 7 mars 1936, l'Allemagne a occupé la Rhénanie. Hitler déclarant avoir déchiré le traité de Versailles. Maintenant, nous allons voir les relations avec l'Allemagne. En 1935, l'Allemagne a rétabli le service militaire obligatoire. En 1936, la guerre civile espagnole a éclaté, soutenue par l'Allemagne et l'Italie. Le Japon avait déjà attaqué la Chine en 1931. Face à la violation du droit international par les pays révisionnistes, la Turquie a modifié en 1936 aux États concernés sa volonté de changer le régime de Détroit. L'Allemagne s'est opposée à l'entente politique. Le ministre allemand des Affaires étrangères, von Neurath, a reporté sa visite prévue à Ankara le 9 février 1934. Le soutien de l'Allemagne à l'Italie lors de l'invasion de l'Éthiopie a affecté négativement les relations avec la Turquie. De même, l'Allemagne s'est opposée, comme l'Italie, à la Convention de Montreux de 1936. Elle a envoyé une note désapprouvant le libre passage des navires de guerre soviétiques en Méditerranée. La Turquie a répondu « L'Allemagne n'est pas partie à Lausanne et n'a pas de côte en Méditerranée ou en mer Noire. Elle n'a donc aucun droit d'intervenir dans le régime de Détroit. » À mon avis, c'est une réponse bien réglée, bien dite, hein, bien écrite. Devant la crise de Hatay, l'Allemagne a pris le parti des États arabes, accusant la Turquie d'expansionnisme et en lançant une propagande pour inciter au nationalisme arabe, affirmant que la politique turque était soutenue par les Anglais et les Français. Le régime de Détroit avait établi à Lausanne le 24 juillet 1923. La gestion des navires étrangers était laissée à une commission de Détroit et la zone était démilitarisée sous la garantie de la Société des Nations. La souveraineté turque y était donc limitée. À partir de 1933, la Turquie a informé les États concernés que les conditions avaient changé. La Turquie a utilisé des instruments juridiques à cette époque. La raison de la Turquie, la raison juridique de la Turquie venait de la loi romaine. Rebus sixtantibus, ça veut dire les conditions ont changé. Alors, c'est pourquoi nous allons changer l'accord de Détroit et demander une révision, mais sans trouver de soutien initialement. Seule l'Union soviétique a commencé à soutenir la Turquie après 1933, ça veut dire après l'arrivée au pouvoir de Hitler. Après l'occupation de la Rhénanie par l'Allemagne en 1936, la Grande-Bretagne a commencé à soutenir la Turquie. Le 11 avril 1936, la Turquie a envoyé une note aux signataires de Lausanne, invoquant le principe Rebus sixtantibus pour adapter la Convention aux nouvelles conditions. La Grande-Bretagne et la France ont répondu favorablement. Les États de l'entente balkanique ont aussi soutenu la Turquie. L'Union soviétique était déjà défavorable à l'ancien régime. La Turquie a préparé avec l'Union soviétique dans la préparation du projet de Montreux. La Convention de Montreux a été signée le 20 juillet 1936. Et puis, je vais aussi parler de l'acte de Sadabat, le
très bien ce pacte. Mussolini affirmait que l'Italie était une nation asiatique, continuité de Rome, parce que, comme vous savez, Rome avait des territoires en Anatolie. Alors c'est pourquoi Mussolini disait que l'Italie est un pays non seulement européen, mais asiatique aussi, et voulait de nouvelles colonies. Après l'attaque sur l'Éthiopie en 1935, les représentants de la Turquie, de l'Iran et de l'Irak se sont réunis le 2 octobre 1935. L'Afghanistan a rejoint ce traité plus tard. Maintenant, nous allons venir à la question de la taille. Nous allons discuter la France ici. Après Lausanne, deux problèmes majeurs ont marqué les relations avec la France. Comme j'avais déjà dit, la dette ottomane et le conflit de Sanjak, d'Alexandrette, Iskenderun Sanjar. Ce dernier ne fut résolu qu'en 1939. Le Sanjak était dans les frontières du pacte national selon l'article 7 de l'accord de Ankara de 1921. Un régime administratif spécial serait établi pour la région d'Alexandrette. La population turque bénéficiera de toute facilité pour son développement culturel. Le turc y sera langue officielle. C'était écrit dans l'accord de Ankara. Le Sanjak est resté sous mandat français sous réserve de ces dispositions. Le 8 septembre 1936, la France a annoncé l'indépendance de la Syrie, mettant fin au mandat. Cependant, le traité ne mentionnait pas le statut de Sanjak, créant un contentieux avec la Turquie. L'affaire a été portée devant la Société des Nations, qui a envoyé une commission. En janvier 1937, le voyage de Atatürk à Konya, puis à Ulukışla, et sa présidence du Conseil des ministres au retour ont tendu les relations évoquant un risque de guerre avec la France. Des troubles ont éclaté dans le Sanjak et les élections n'ont pu se tenir. Le 3 juillet 1938, des négociations militaires turco-françaises ont débuté en Italie. Il a été décidé que l'intégrité territoriale et le statut politique de Sanjak seraient protégés par les deux États. Une force de 6 000 hommes a été prévue. Le 5 juillet, l'armée turque est entrée dans le Sanjak. Le 4 juillet, un traité d'amitié a été signé entre la Turquie et la France. Vous savez pourquoi je pose cette question à l'audience. Vous savez pourquoi la France a signé cet accord en 1938, le 4 juillet? Qu'est-ce qui se passait en Europe? C'était la guerre, non? L'Allemagne. Oui. À la même période, mars 1938, Anschluss, annexion de l'Autriche par l'Allemagne, augmentait la tension en Europe. Et puis, la conférence de Munich en 1938, septembre 1938, l'Allemagne a demandé, a réclamé des territoires de Tchécoslovaquie, Sudétland. La guerre s'approchait. C'est pourquoi la France n'a pas voulu de problème en Syrie avec la Turquie. Elle avait besoin de l'alliance de la Turquie. Au mois d'octobre en 1940, la Turquie, la France et la Grande-Bretagne ont signé un accord d'amitié et de soutien contre l'Allemagne. Le 29 juin 1939, le Parlement de Hatay a voté à l'unanimité son rattachement à la Turquie. Contrairement aux États révisionnistes, la Turquie n'a pas eu recours au fait accompli, mais
a résolu le problème juridiquement et politiquement. Alors, je vais finir par dire les gouvernements qui ont succédé à Atatürk n'ont pas dévié de cette ligne de politique étrangère et ont poursuivi cette approche, à mon avis. Même si de temps à autre, certains responsables ont exprimé des propos tels que le souhait de rejoindre l'organisation de Shanghai, la Turquie reste membre de l'OTAN et du Conseil de l'Europe, souhaite devenir membre à part entière de l'Union européenne et souhaite également participer à la force européenne de défense en cours de création. C'est exactement, à mon avis, la ligne de politique étrangère tracée par Atatürk. J'espère que je n'ai pas ennuyé l'audience. Hein. Maintenant, c'est à votre tour. Si vous avez des questions à poser ou bien des commentaires à faire, je suis à votre disposition. Commentaires, peut-être? Juste une question. S'il vous plaît. Merci. Je ne sais pas si en fait, la question est bonne, il y a une réponse. Le 1938. 1936. Ah, 38. 38. 38 ou 36, quand il y a eu l'accord avec la France et l'Angleterre et la Turquie. Et en 1940. Ah, 40. Le 19 octobre, après la guerre, la guerre, Donc, vous savez, comme en vous fait, savez, le 1er septembre, la guerre avait éclaté avec l'attaque de l'Allemagne, la Pologne, le Oui. 1er septembre, et à peu près 40 jours après, la Turquie, la France et la Grande-Bretagne ont signé un accord D'accord. d'amitié et de soutien contre l'Allemagne et l'Italie. L'Italie, Ouais. En fait, c'était Inunu en fait, qui Inunu, c'est- a participé, je pense, Oui, oui. n'est-ce pas? oui, Innu. Parce qu'Atatürk, il était était mort. décédé. Il était mort. Il a vu la guerre approcher, Oui, mais il était très malade. ouais, Mais il a vu, j'ai vu dans les mémoires oui. qu'il a vu totalement. Après 1936, il a vu la guerre. Ouais. Ça serait bien en fait de savoir vraiment ce qu'il pensait sur cette guerre, parce que cet homme qui a vécu toute sa vie en guerre, Oui, oui. mais bon, on entend. Mais il n'est pas Il était un aventuriste. très malade. Il n'était pas un aventuriste, comme je dis. Non, Il était très réaliste. Ben oui. Certains disent que, maintenant je vois à la télévision, certains intellectuels, je pense que Celalettin Şengör, s'il avait été vivant pendant la guerre, il participerait à la guerre près de l'Allemagne. Non, C'est- c'est vrai, il a dit ça. Oui, oui, oui. il dit Incroyable. ça. Incroyable, oui. Gérard Schengler, c'est incroyable. Merci beaucoup. Je vous en prie. L'histoire est toujours très très intéressante, surtout en ce qui concerne Atatürk, bien sûr. Hein? C'est Churchill qui a dit. Vous C'est connaissez. Churchill qui a dit ça. Si vous savez l'histoire, vous comprendrez aujourd'hui et vous allez devenir ce qui va passer au futur. Eh oui, voilà. C'est pourquoi nous devons savoir l'histoire. Voilà. Bon, On vous remercie beaucoup. Vous étiez justement, nous a appris beaucoup de choses. Bon, merci. vous avez- Et comme petit souvenir, on vous présente au nom du conseil d'administration de notre association. Enchanté. Merci beaucoup.